Et bonsoir à tous. Tout d'abord, la vie qui reprend son cours à Niamey, au Niger, après l'attaque d'hier de l'aéroport. Un attentat revendiqué par les djihadistes de la branche sahélienne d'Al-Qaïda. 13 morts selon le dernier bilan. Ce n'est pas la première fois que l'aéroport de la ville est visé par une attaque de ce genre. Antoine Delpierre, Florian Gauther. Au lendemain de l'attaque, à la télévision d'État, les images de l'aéroport quadrillé par les militaires ont été diffusées, accompagnées du récit officiel des autorités sur la riposte menée par les forces de défense et de sécurité, ainsi que d'un communiqué du ministère de la Défense. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser les assaillants avant d'atteindre l'aérogare. Les assaillants sont arrivés sur les lieux à bord de taxis et de minibus. 22 ont été neutralisés et une vingtaine d'autres suspects ont été interpellés selon les autorités au terme d'échanges de coups de feu qui ont duré pendant plus de 2 heures. Si l'attaque a été depuis revendiquée par les terroristes du JNIM, le pouvoir nigérien a préféré une fois encore y voir la main de la France dans une tentative de déstabilisation. Mais au-delà de la propagande officielle, la revendication par la branche d'Al-Qaïda au Sahel met à mal les efforts du général Tiani, qui avait lancé ces dernières semaines une vaste opération de déguerpissement des quartiers jouxtant l'aéroport. À Niamey, où la circulation a repris ce vendredi, l'apparente normalité ne saurait faire oublier que cette dernière attaque est la deuxième ciblant l'aéroport en moins de 6 mois. Le 29 janvier dernier, des djihadistes du groupe État islamique étaient parvenus à pénétrer dans l'enceinte, faisant plusieurs dégâts matériels, notamment sur la base 101. Cette base militaire au nord-ouest du complexe aéroportuaire qui abrite notamment l'armée de l'air nigérienne. C'est là aussi que se trouveraient encore les 1000 tonnes de yellow cake, cet uranium non enrichi issu des mines d'Arlit, dont le groupe nucléaire français Orano et Niamey se disputent la propriété. Rideau sur le sommet sur l'esclavage transatlantique qui s'est déroulé pendant 2 jours à Accra au Ghana, une grande conférence de dialogue autour de la question des réparations, thème majeur, une conférence qui réunissait l'Afrique et sa diaspora, notamment sa diaspora caribéenne. Esclavage, la bataille des réparations, c'est le choix de la rédaction avec Philippine de Clermont-Tonnerre et Florian Gauther. Une mémoire douloureuse pour laquelle le continent attend toujours des réparations. Récemment, ce combat a pris une nouvelle envergure. Il y a 3 mois, les Nations Unies ont voté une résolution historique, qualifiant l'esclavage de crime le plus grave contre l'humanité. Aujourd'hui, nous devons donc passer de la reconnaissance à la mise en place d'un cadre institutionnel pour la justice réparatrice, afin de garantir que la dynamique créée par la résolution ARES 80-250 soit maintenue et se traduise par des résultats concrets. Des actions concrètes listées dans un accord cadre que le journal Le Monde a pu consulter. Parmi les 18 points figurent notamment des excuses officielles, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ou encore les allègements ou restructurations des dettes. L'histoire ne nous demande pas d'hériter d'une culpabilité, mais bien d'hériter d'une responsabilité. Même si nous ne sommes pas responsables des actes commis il y a des siècles, nous sommes responsables du monde que ces actes ont contribué à créer. Afin de préciser les demandes de pays africains, mais également des Caraïbes, 3 comités de travail ont été créés. Ces revendications seront ensuite présentées lors de la 82e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2027. Les pays africains entendent parler d'une même voix. Pour la première fois, nous avons des dirigeants africains qui s'impliquent vraiment sur cette question. Des États importants comme le Libéria, le Nigeria, le Sénégal et le Ghana qui organisent la conférence, qui travaillent ensemble collectivement et donnent un vrai élan, une énergie politique visant à œuvrer en faveur de ces réparations. Il s'est passé beaucoup de choses au niveau des Nations Unies, mais nous constatons maintenant une articulation au niveau national. C'était essentiel et cela faisait cruellement défaut depuis très longtemps.
Ancienne puissance coloniale, la France n'a, comme les États-Unis ou Israël, pas voté la résolution de l'ONU. Dans une visioconférence, Emmanuel Macron a justifié la position de son pays, disant ne pas vouloir hiérarchiser les tragédies. Mais le 21 mai, Paris s'est pour la première fois prononcé en faveur de réparation. Une feuille de route est actée en Libye pour la tenue d'élections législatives et présidentielles au plus tard le 17 février l'année prochaine. Les trois principales institutions du pays semblent s'être mis d'accord. Problème, l'initiative a été désavouée par le clan Haftar qui contrôle l'Est libyen. Rappelons que la Libye est minée par les divisions et gouvernée par deux exécutifs rivaux, l'un à Tripoli à l'ouest, reconnu par l'ONU, et l'autre à Benghazi à l'est, donc piloté par le clan Haftar. La Côte d'Ivoire est en ce moment présente à Vivatech, à Paris, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de l'innovation et des nouvelles technologies. On y retrouve des jeunes pousses, on y parle d'intelligence artificielle, de numérique, d'entrepreneuriat. Et Mamadi Touré, qui est le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, est venu en personne pour l'occasion. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Au-delà de l'image, de la visibilité internationale, qu'est-ce que les jeunes Ivoiriens peuvent concrètement attendre de cette participation de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous? Mais nouer des partenariats, mobiliser des ressources importantes. Vous savez, nous sommes à notre 4e participation et en 4 ans, si je tiens compte donc, de la cohorte donc, de cette année 2026, c'est quand même près de 84 start-up qui ont pu participer à Vivatech ces 4 dernières années. Et certaines start-up ont pu nouer de partenariats avec des partenaires internationaux et puis ont pu mobiliser des ressources nécessaires donc, à leur développement. Donc l'idée du gouvernement, c'est vraiment accompagner ces jeunes start-up et les pousser donc, dans leur stratégie de conquête du monde. Voilà. Bienvenue sur notre chaîne Info Actualité. Des vidéos importantes et intéressantes arrivent prochainement. Abonnez-vous, restez fidèles et activez la cloche de notification pour suivre toutes nos prochaines vidéos. Merci pour votre confiance.